Bonjour à tous, bienvenue pour notre webinaire du mois de juin. Alors nous allons passer 1 heure ensemble. Les micros sont volontairement coupés pour éviter les bruits parasites, mais vous avez accès au chat pour poser vos questions et on y répondra à la fin de la présentation. Ce webinaire est enregistré, il sera disponible pour l'ensemble des inscrits. Alors, aujourd'hui, nous avons avec nous Éric Sauvage, consultant avant-vente chez Eliac Solutions, et je suis Sylvain Reclus, responsable du développement commercial IBMI, chez Eliac Solutions également. Nous avons mis l'accent pour ce webinaire sur la sécurité de l'IBMI, la nouvelle version VCTR6 et les offres de services managés Eliac Solutions. Avant de commencer, je fais un zoom rapide sur le questionnaire de satisfaction qui vous est envoyé par email en ce moment. Il comprend 5 questions. Prenez juste une petite minute à la fin de la présentation. Ça nous aidera à nous améliorer. Je vous en remercie par avance. Alors, le webinaire va se décomposer en 5 parties. Tout d'abord, qui sommes-nous? Ensuite, Éric Sauvage prendra la deuxième et troisième partie sur la sécurité de l'IBMI et les outils associés. Moi, je vous présenterai notre savoir-faire et nos services, et on aura un petit quart d'heure à la fin pour répondre à vos éventuelles questions. Alors, qui sommes-nous? Rapidement, un tout petit peu d'histoire, ça va prendre juste une petite minute. C'est depuis le 1er avril 2025, le groupe Eliac est la fusion de 2 structures, Cohesio Corporate et Cohesio Technologies, qui sont eux-mêmes l'émanation, pour ceux qui connaissent, de Quadria, CIS Valley et Aviti. Au cumul, cela fait plus de 20 ans d'activité cloud. Alors, le groupe Eliac, en quelques chiffres, et ce qui est important à retenir, c'est une ESN 100% française, capitaux financiers français, plus de 25 agences sur les territoires français, 760 collaborateurs, 7 data centers et un chiffre d'affaires de 360 millions d'euros. Alors, le groupe Eliac, il est composé de 2 structures. On a d'un côté Eliac qui s'occupe de toute la partie environnement utilisateur, ce qu'on appelle le Digital Workplace, la partie infrastructure et le software. Et une autre partie, la partie Eliac Solutions, qui concerne le cloud, les services managés et la cyber. L'environnement Power IBMI dont on va parler aujourd'hui est géré par les équipes d'Eliac Solutions. Alors, sur nos 25 agences réparties sur le territoire, 10 sont spécialisées dans le cloud avec les services managés et la cyber. On a 280 ingénieurs et techniciens avec évidemment une astreinte 24/7 et comme vous pouvez le voir, le siège est à Bordeaux. Alors, nous avons 7 data centers interconnectés. Comme vous pouvez le voir sur Castres, le DC1 et DC2 sont dédiés à l'IBM PowerI, ils sont tier 4. Nous avons 2 centres de service, un à Bordeaux et un à Nantes. Et vous pouvez voir également en bas à droite du slide l'ensemble de nos certifications et labels. Alors, là c'est un point important. Aujourd'hui, avec les risques que vous connaissez liés aux données, nous avons mis l'accent sur la souveraineté. Donc, comme je vous le disais, une société française, le droit français, donc les contrats qu'on passe avec nos clients sont français, le support est français. En plus de cela, nous avons une certification 27001, HDS, hébergeur de données de santé. Sur les 2 data centers de Castres, donc dédiés à l'IBM PowerI, ce sont les data centers de la BPCE, actionnariat 100% français, contrairement à ceux que vous connaissez peut-être, Equinix et Interxion. Alors, tout cela pourquoi? C'est tout simplement pour accentuer l'effort que nous faisons sur l'environnement de la souveraineté, pour nous qui est important. Merci Eric. Je vais passer la main à Éric Sauvage qui va vous parler de la sécurité de l'IBMI. Bonjour, donc effectivement, je vais vous parler de la sécurité de l'IBMI. On va commencer par faire un petit focus sur ce qui se passe en termes de cybercriminalité actuellement. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'il y a plus de 55% des entreprises françaises qui ont subi une attaque en 2024. En général, les attaques, ça coûte environ aux entreprises pas loin de 4 millions d'euros.
34% des TPE, PME, ETI sont attaqués. Ça représente la majorité de nos entreprises en France. Donc en fait, tout le monde est attaqué, personne n'est à l'abri. Et puis les motivations des cybercriminels aujourd'hui, on le sait, c'est essentiellement une motivation lucrative. Donc maintenant, si on parle de l'IBMI, alors je vais vous parler un petit peu du paradoxe de l'IBMI. Alors le paradoxe, il est simple, c'est que la machine IBMI, aujourd'hui, on constate qu'elle héberge les applications critiques de l'entreprise, donc tout ce qui est ERP, finance, ressources humaines, etc. Le système IBMI, donc vous le savez tous, le I c'est pour intégrer. Donc il intègre notamment un certain nombre de fonctionnalités de sécurité. Donc on a par exemple des outils pour définir un niveau de sécurité, pour mettre en place des politiques de mots de passe, pour faire du SSO avec de l'Active Directory. Enfin bref, il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont intégrées de base, c'est le principe de l'IBMI. Et donc, en fait, le paradoxe, il est simple, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde vos machines IBMI, les machines qu'on trouve chez les clients, en fait, ça ressemble à un joli coffre-fort qui a l'air très, très sécurisé. Sauf que le petit problème, c'est que souvent, le code est écrit sur la porte, les clés sont sur la porte est entrouverte, et tous ces outils qui existent, ben, en fait, ils ne sont pas mis en place. Donc, souvent, on constate encore qu'on a des politiques de mots de passe qui sont les politiques standards avec des mots de passe à 10 caractères, des mots de passe simples. On constate que les mots de passe n'ont pas été changés depuis X années. Moi, j'ai vu un mot de passe non changé depuis plus de 23 ans. Je ne pensais pas que c'était possible. On se rend compte que la racine de l'IFS est partagée. On se rend compte qu'il y a plein d'utilisateurs avec des droits HoloBJ, étoile HoloBJ. C'est le droit qui permet à l'utilisateur d'avoir accès à l'intégralité de la machine. Sur les sauvegardes, on se rend compte par exemple des fois que les gens font des sauvegardes tous les jours, ce qui est très bien. Par contre, la bande de sauvegarde, elle reste dans la librairie ou elle est posée à côté de la machine. Donc bref, on a tout ce qu'il faut pour travailler, on a tout ce qu'il faut pour implémenter la sécurité, mais souvent, les gens ont très confiance dans la machine, ils ont raison d'avoir confiance, mais par contre, il y a encore un petit effort à faire. Et donc, ce qu'on craint un petit peu, bah, c'est que les cybercriminels finissent par connaître ce système, puisqu'en fait, aujourd'hui, le système, on se rend compte qu'il est peu ou pas attaqué, en fait, par une méconnaissance complète du système par les cybercriminels. Donc, ça le protège encore aujourd'hui. Ce qu'on craint, bah, c'est que le système IBMI devienne un peu plus connu par nos cybercriminels et que malheureusement, il soit attaqué. Ce qui est également très probable, c'est qu'avec l'apparition de l'intelligence artificielle qui est de plus en plus utilisée dans la cybercriminalité, eh ben, l'intelligence artificielle découvre le système, apprenne très vite comment s'occuper de ce système, et donc on risque de se retrouver avec un système qui va être attaqué. Donc la grande question, c'est quand est-ce que ça va arriver, et est-ce que vous êtes prêts à affronter la cybercriminalité sur l'environnement IBMI, qui, je vous le rappelle, héberge les applications critiques de l'entreprise. Donc, ce que je vais vous présenter ensuite, c'est un panel d'outils de sécurité. Alors, l'idée, c'est pas de vous présenter des logiciels tiers, des outils tiers qui coûtent très cher, qui sont compliqués à mettre en œuvre. L'idée, c'est de vous présenter, je dirais, tout ce qu'on peut mettre en place rapidement pour augmenter considérablement le niveau de sécurité de la machine. Donc, la première chose, c'est que l'IBMI héberge des applications critiques. Il fait partie d'un système d'information. Il est rarement seul dans le système d'information. Il y a tout un panel de logiciels périphériques ou d'infrastructures périphériques. Donc le premier message, c'est l'IBMI, il faut le traiter de manière globale. En fait, il faut gérer la sécurité de son système d'information de manière globale et et intégrer la sécurité de l'IBMI dans cette réflexion globale, même s'il a des spécificités, mais comme tous les systèmes d'exploitation, qu'on soit en Windows, en Linux ou autres systèmes d'exploitation, chaque système a ses spécificités. Donc l'IBMI, oui, c'est une brique un petit peu à part dans le SI parce que c'est des compétences qui commencent à devenir rares, c'est des connaissances qui ne sont pas toujours faciles à avoir, mais par contre, ça fait partie du système d'information et il faut intégrer dans la réflexion globale de la sécurité. Donc ce que je vous dis là, c'est vrai pour l'ensemble des systèmes, donc aussi bien pour tout ce qui est Power, Power, hyperviseur de virtualisation avec Power VM, système d'exploitation, IBMI, AX, Linux, mais c'est aussi vrai sur toute la plateforme VMware et autres plateformes de virtualisation x86, les systèmes Windows et les systèmes Linux. Donc la première chose dont je vais vous parler, c'est un basique, c'est la sécurisation du matériel. Alors la petite particularité du matériel Power, c'est qu'il a pas mal d'interfaces d'administration, pas mal d'endroits où on s'authentifie. Donc je vous ai mis là quelques exemples de choses qui sont importantes à sécuriser, notamment en allant changer les mots de passe. Donc typiquement sur la machine Power, on va trouver un processeur de service, donc FSP ou EBMC sur les machines plus récentes.
avec une interface ASMI qui est un serveur web sur lequel on se connecte. Donc c'est pareil, il y a des utilisateurs à gérer, il y a des comptes utilisateurs à gérer. On a des consoles de gestion, donc soit HMC, soit LAN console, avec des mots de passe par défaut que tout le monde connaît, que je vous ai remis là. Euh, on a des bêtes disques souvent, sur lesquels les powers sont également connectés. Alors pareil, il y a des contrôleurs avec des authentifications à sécuriser. On a des librairies de bandes. Alors ça paraît tout bête. On peut donner l'exemple par exemple d'un lecteur de bande. Il existe des lecteurs de bande qui ont une interface d'administration. Et en général, on ne pense pas trop à les modifier les comptes administrateurs sur ces lecteurs tout simples. Malheureusement, vos données sont stockées sur les bandes qui sont dans ces lecteurs. Donc il faut aussi penser à les sécuriser à l'interface d'administration. Et après, dans l'IBMI, donc dans les petites spécificités, c'est que vous avez des utilisateurs donc, que vous connaissez tous, comme par exemple le QCQFR, qui est un profil utilisateur du système, mais on a aussi un QCQFR, un deuxième compte QCQFR dans les outils de maintenance. Et donc, il faut penser à le sécuriser. Il y a des utilisateurs, notamment le 111, le 8x1 ou 8x2, qui ont un mot de passe assez simple à trouver. C'est pareil, il faut penser à les sécuriser. Euh, Si quelqu'un arrive à se connecter sur les interfaces de maintenance, il peut faire beaucoup de dégâts sur la machine. Donc la deuxième chose qui est importante dans les basiques, c'est bien penser à vérifier que votre niveau de firmware est à jour. Donc sur le Power, on a un niveau de firmware à mettre à jour qui contient l'hyperviseur. Donc c'est évidemment, il faut qu'il soit à jour pour avoir les derniers correctifs de sécurité. Et effectivement, il faut aussi appliquer les correctifs de sécurité. Donc on a la chance sur l'IBMI d'avoir un système alors ça s'appelle les PTF sur l'IBMI, un système dans lequel on a peu de correctifs urgents liés à la sécurité, mais il y en a quand même. Il y a quelques années, on disait qu'il y en avait 3-4 par an. Là, en ce moment, il y en a peut-être un petit peu plus qui apparaissent. Mais la majorité apparaissent pas forcément sur le système en lui-même, mais plutôt sur tout ce qui est périphérique au système. Donc, je pense par exemple à Access Client Solution, qui est le client côté poste de travail. Et donc, il faut bien penser à vérifier ces correctifs. On a beaucoup de publications, que ce soit dans LinkedIn, sur les bases de vulnérabilité qui apparaissent concernant les PTF de l'IBMI. Il suffit d'être abonné à quelques forums qui parlent de l'IBMI et on les voit passer assez régulièrement. Donc ça, c'est la première phase, c'est penser bien à sécuriser le matériel. Il y a beaucoup de mots de passe à beaucoup d'endroits différents. Il ne faut pas en oublier. Ce que je vous dis là, c'est vrai aussi pour tous les autres matériels, tous les autres constructeurs. Et donc, sur les serveurs x86, on a la même problématique. Il n'y en a peut-être pas autant, mais il y a également des mots de passe à sécuriser sur les interfaces d'administration. La deuxième partie, ça va concerner les accès aux interfaces d'administration du stockage. Donc, le stockage, c'est l'endroit où se trouvent les données. Les données, c'est ce que cherchent à attaquer les cybercriminels. Donc, il faut être particulièrement vigilant à la sécurisation des données en elles-mêmes. Alors, ce que je vous dis là, c'est sur les baies de stockage, donc pour des configurations Power IBMI qui sont peut-être un peu plus conséquentes, on va dire. Ce qu'il faut savoir, c'est que même sur des tout petits IBM Power, donc des P05, on peut très bien externaliser le stockage et le mettre sur de la bête disque externe. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir le mutualiser avec d'autres environnements et avoir une sécurité globale et non plus une sécurité propre à l'IBMI. Donc les outils qu'on a par exemple sur les bêtes disques IBM, on a par exemple la possibilité d'implémenter du MFA. Le MFA, c'est assez simple à implémenter. L'outil qui est préconisé pour fonctionner avec, c'est le IBM Verify, qui est un petit outil qu'on met sur son smartphone. Mais on peut aussi très bien faire du MFA avec du mail, avec de la notification push. Enfin, il y a différentes solutions possibles pour activer le MFA sur les baies. Et globalement, ce n'est pas quelque chose de très compliqué à mettre en place. Dans les baies IBM, on a aussi une autre fonction qui est intéressante, qui s'appelle le Two-Person Integrity, donc TPI, à la mode IBM en 3 lettres. Le principe, il est simple, c'est que quand vous avez un administrateur qui gère la bête disque, ce qu'on voudrait faire, c'est l'empêcher de faire des modifs tout seul dans son coin sans que personne soit au courant, parce qu'un cybercriminel peut réussir à trouver le mot de passe de votre administrateur. Et donc TPI va permettre de réduire les droits standards de la baie. Donc typiquement, le super user va être verrouillé, le security administrator va être modifié pour avoir des droits réduits. Et le principe du two-person integrity, il est assez simple, c'est qu'il faut travailler en binôme pour pouvoir être administrateur de la baie. Donc là, dans mon petit exemple, c'est Jean qui veut faire des modifications sur la baie, des modifications importantes. Et ben, il est obligé de demander à Jacques de se connecter également. Jacques va l'autoriser Jean pendant une période de temps donnée à intervenir sur la baie de disque. Et une fois que cette période sera terminée, ben, Jean va retrouver des droits réduits. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est pareil, assez simple à mettre en œuvre et qui vous permet d'augmenter considérablement le niveau de sécurité de vos baies puisqu'il faut qu'il y ait 2 personnes, donc 2 authentifications différentes qui soient réalisées.
Ça peut être intéressant, notamment si vous avez des prestataires qui interviennent chez vous pour me faire des modifications sur les baies, puisque ça vous permet d'avoir le contrôle et de savoir à quel moment il va faire ces modifications. Alors ensuite, on a un autre aspect qui est important sur le système IBMI, c'est le durcissement du système d'exploitation. Donc le durcissement des systèmes, c'est quelque chose qui est devenu assez à la mode depuis qu'on connaît les problématiques liées à la cybersécurité. Sur l'IBMI, on a plusieurs options. On a par exemple dans les valeurs système la possibilité de gérer la sécurité globale avec la variable d'environnement QSecurity, qui est livrée aujourd'hui par IBM en valeur 30 ou 40 au minimum. Il faut savoir qu'il y a des systèmes IBMI qui ont été installés depuis un certain temps, qui ont été migrés au fur et à mesure vers des versions actuelles, donc vers la V7R5, V7R, peut-être pas encore V7R6, mais au moins la V7R4 ou V7R5. Et ce niveau de sécurité, en fait, n'a pas été augmenté. Donc, des machines qui ont été installées il y a plus d'une dizaine, voire une quinzaine d'années, voire plus, on se rend compte qu'on en a encore un certain nombre avec un Q-Security qui est à 20. Et Q-Security égale à 20, ça veut dire que tous les utilisateurs, globalement, peuvent faire à peu près tout ce qu'ils veulent sur le système. Dans les valeurs système intéressantes, il y a aussi le QLMT SecoFR, donc c'est une valeur système qui permet d'empêcher l'utilisateur QSecoFR de se connecter ailleurs que sur la console. Donc en général, c'est une valeur qu'on change à l'installation, mais aujourd'hui, ça peut être opportun de la remettre à 1 pour faire en sorte que le QSecoFR ne se connecte pas n'importe où. Alors après, il y a des gens qui me disent souvent, oui, mais les mots de passe sur l'IBMI, c'est pas très pratique à gérer, il y a que 10 caractères. Alors c'est pas tout à fait vrai. IBM s'est efforcé de rajouter un certain nombre de valeurs système. Donc, je vous en ai mis un exemple des valeurs système qui existent juste pour la gestion des mots de passe. Et aujourd'hui, on peut très bien avoir des mots de passe, on va dire modernes, c'est-à-dire de plus de 10 caractères. Je ne sais jamais si c'est 128 ou 256, mais de toute façon, déjà 128, c'est juste trop. Donc, on a largement ce qu'il faut pour faire des mots de passe complexes. On a même la capacité à avoir son propre programme de validation des mots de passe. On peut mettre vraiment les règles, les adapter comme on le souhaite. Et quitte à adapter la politique de mot de passe à la politique de mot de passe globale de l'entreprise pour qu'on ait les mêmes politiques sur les systèmes Windows, les systèmes Linux et les systèmes IBMI. Après, les autres problématiques qu'on rencontre sur l'IBMI qui ne sont pas toujours gérées, on trouve énormément de comptes qui sont avec le droit spécial étoile holobégie. Donc, c'est le droit qui donne accès absolument à tous les objets de la machine. Donc, ça veut dire que globalement, un compte holobégie, il est administrateur. Donc, ça, il faut commencer à faire la chasse à tous ces comptes. On trouve également le droit étoile public qui permet de donner un droit à l'ensemble des utilisateurs authentifiés sur la machine. Donc c'est pareil, à vérifier un petit peu vos objets, les droits sur vos objets. On a des outils comme des listes d'autorisation qui existent dans l'IBMI qui permettent de gérer la sécurité de manière un peu plus simple que de manière individuelle sur chaque objet. Et on a aussi un point à surveiller énormément, puisque c'est là-dessus on voit beaucoup de failles de sécurité, beaucoup d'accès beaucoup trop ouverts. C'est surtout ce qui est partage et droit de l'IFS. Donc pareil, on peut créer des listes d'autorisation et gérer les droits sur l'IFS, donc la partie serveur de fichiers Windows émulé à travers le net server. Et puis, dans les exemples de durcissement du système d'exploitation, il y a aussi des choses toutes simples, mais que je ne vois pas très souvent chez les clients. C'est toute la partie chiffrage des flux, donc que ce soit l'écran vert en 5250, que ce soit le FTP, mais aussi l'ODBC, qui permet de connecter souvent des Excel sur la machine ou autre que de l'Excel sur la base de données. On a également la possibilité d'activer du Kerberos. Donc le chiffrage des flux, c'est simple. En standard, il est livré sans chiffrage. Ça veut dire que n'importe qui prend un Wireshark, qui est un produit gratuit qu'on trouve sur Internet en moins de 3 minutes, l'installe sur son poste, regarde ce qui se passe et on voit passer en clair les mots de passe de l'ensemble des utilisateurs. Donc du QSecoFR, mais de tous les autres également. Donc ça, on peut très facilement, il y a tout ce qu'il faut dans la machine pour activer le chiffrage des flux. Et puis, si vous ne voulez pas vous embêter avec la politique de mot de passe, parce que vous ne voulez pas gérer plusieurs politiques de mot de passe sur différents systèmes, on peut même activer le SSO qui s'appelle Entreprise Identity Manager, qui est livré également en standard dans la machine, et qui va permettre d'interconnecter un contrôleur Active Directory avec la partition IBMI. Et en fait, les utilisateurs qui voudront se connecter en 5250 sur le net serveur, sur différents outils IBMI, ben, en fait, vont d'abord se connecter sur leur session Windows, donc ça, c'est très facile, avec leur mot de passe Windows, où vous gérez la politique de mot de passe Windows, et ensuite, ils vont réussir à se connecter sur l'IBMI de manière transparente, puisqu'en fait, c'est l'authentification Windows à travers des jetons Kerberos, enfin, il y a différentes technologies qui permettent de gérer ça, et qui va permettre d'authentifier l'utilisateur. Donc ce que je vous dis là sur le durcissement des systèmes d'exploitation, bien entendu, c'est valable sur tous les systèmes d'exploitation. On a la même chose sur Windows, on a la même chose sur Linux, on a la même chose sur Active Directory également. Donc on a la possibilité de travailler un petit peu. Il ne faut pas oublier que les constructeurs et éditeurs de systèmes d'exploitation, quand ils livrent un système d'exploitation, ils livrent les outils, ils livrent tout ce qu'il faut pour durcir, mais
la sécurisation n'est pas forcément livrée par défaut. Alors ensuite, je vais vous parler un petit peu de la sauvegarde et de la protection des données. Alors, je vais vous parler de ça sur la partie bed disk IBM. Ce qu'il faut savoir, c'est que, je vous le redis, on peut très bien utiliser une bed disk IBM à la fois pour de l'environnement VMware et de l'environnement IBMI. On peut avoir les deux environnements sur la même baie et donc avoir une sécurité globale des données. Donc IBM, depuis 2021, livre un outil qui s'appelle les Safeguarded Flash Copies. Ce sont des snapshots inaltérables. Donc le principe, c'est que j'ai un serveur, comme vous voyez sur le petit schéma, avec son disque de production. Et en fait, de manière régulière, je vais créer des snapshots inaltérables. Donc là, sur l'exemple, il y a 5 petits snapshots, donc on ne peut pas modifier. Ce sont les données de production. Donc ce sont 5 sauvegardes des données de production. Ces snapshots, on peut les réaliser avec un ordonnanceur, donc soit dans la baie, soit un ordonnanceur externe, qui va aller générer toutes les heures, par exemple, ou toutes les 5 heures, ou toutes les 8 heures, un de ces 5 snapshots. Il va tourner en cycle. Et le principe, c'est le jour où on a son volume de production qui est infecté par un cryptolocker, par exemple, donc les données ont été chiffrées, et ben on va aller pouvoir regarder ce qui se passe dans nos snapshots inaltérables. Donc dans cet exemple, on voit que le premier snapshot a été également chiffré, donc il est inutilisable. Le deuxième a également été chiffré, il est inutilisable. Et par chance, mon troisième snapshot, lui, n'est pas chiffré, donc je vais pouvoir relancer ma production à partir de ce snapshot. Donc pour vérifier, ce que je fais à chaque fois, c'est que je fais une copie de ce snapshot sur un volume de restauration de test, que je rattache à une partition de test pour de l'IBMI. Et une fois que j'ai trouvé le bon flash copy qui est non altéré, je vais pouvoir le restaurer sur mon volume de production. Par contre, mes 5 snapshots sont inaltérables, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été modifiés, pas utilisés, on les a juste copiés, soit pour vérifier, soit pour les remettre en production. Et là, je parle des données de production. Ça veut dire que typiquement, pour sauvegarder comme pour restaurer, c'est quasiment instantané, puisque c'est fait à travers les processus de snapshot de la baie. Et donc, ce que je vous raconte là, c'est valable, bien entendu, pour l'IBMI, mais c'est aussi valable pour les environnements Windows, Linux, VMware, tous les environnements qui hébergent des données sur la bed disk, qui a la fonctionnalité Safeguarded Flash Copy. Ensuite, je vais vous parler d'une fonctionnalité qui est spécifique à l'IBMI. Donc là, pour le coup, c'est un produit tiers qui s'appelle Flash4i de l'éditeur M81, qui est un éditeur français, qui a un peu plus d'une dizaine d'années d'existence. Donc, qui propose différents produits, dont le Flash4i, donc spécialement pour l'IBMI. L'objectif de cet outil, initialement, c'était de pouvoir faire des sauvegardes instantanées sans interrompre la production. Donc on peut toujours faire ça. Après, on peut utiliser cet outil pour aller un peu plus loin, notamment pour mettre en place des outils d'externalisation de données, de PRA. Enfin, on peut le tordre un peu dans tous les sens. Mais la fonction principale, c'est faire des sauvegardes en temps masqué. Donc le principe de Flash4i, c'est un ordonnanceur qui va être capable de communiquer avec le système d'exploitation IBMI, avec la machine power à travers la console HMC, avec les bed disques IBM à travers l'interface de gestion de la bed disk. Et donc il va être capable d'ordonnancer toute une série d'actions qui vont permettre de faire la sauvegarde du système de manière instantanée et invisible de la production. Donc le principe est le suivant: quand on va déclencher une sauvegarde, la première chose que va faire Flash4i, c'est appeler la fonction quies de l'IBMI. Cette fonction, elle a pour objectif de stocker toutes les données qui sont dans la mémoire de l'IBMI sur les disques de l'IBMI. Une fois que cette fonction est passée, on va déclencher un snapshot sur la baie, donc un flash copy, qui aura pour objectif de dupliquer les données de production. Et une fois qu'on a fait ça, on libère la production. Donc la fonction quies plus le déclenchement du flash copy, globalement, ça va filer votre machine pendant 1 ou 2 secondes. Donc les utilisateurs vont avoir l'impression que la machine s'est arrêtée, et le temps qu'ils se rendent compte que ça s'est arrêté, la production sera déjà repartie. Donc on est sur une interruption de service quasi nulle. Une fois qu'on a fait ça, on va créer en fait un clone de la partition de production, donc avec les mêmes caractéristiques, et on va la rattacher à la copie des disques qui ont été créés dans la baie avec le flash copy précédemment. Et donc ça veut dire qu'on a une deuxième machine de production qui est complètement opérationnelle avec les données de production. Et dessus, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclencher une sauvegarde. Cette sauvegarde, elle se fait avec BRMS parce que l'outil a besoin de BRMS pour fonctionner, puisqu'il est interfacé avec BRMS pour la suite. Et je ne suis pas persuadé que ce soit une obligation. La sauvegarde, on va pouvoir la faire donc sur borne, sur VTL, peu importe.
L'intérêt, c'est que par exemple, si la machine n'est pas trop grosse, on va pouvoir, par exemple, tous les jours faire une sauvegarde 21, donc une sauvegarde système complète de la machine, et du coup avoir tous les jours une sauvegarde système de sa machine. Donc ce qui est quand même pas mal, parce qu'on sait que les sauvegardes 21, on est capable de redémarrer dessus. Alors quand je dis redémarrer, c'est qu'on est capable de lancer une partition, de booter directement sur la bande et de lancer le système depuis la bande. On n'est pas obligé de restaurer les données sur disque. Alors, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais si jamais vous êtes dans une situation de crise parce qu'il y a une attaque, ça peut permettre de très rapidement redémarrer une machine et aller rechercher des données. Et bien entendu, on peut les restaurer sur disque et repartir complètement. Et une fois qu'on a fait tout ça, le Flash Fory va également récupérer les logs du clone, les renvoyer dans le BRMS de production, ce qui fait que la machine de production aura l'impression d'avoir fait une sauvegarde système complète ou une sauvegarde directement sur la partition de production. Et donc, elle va être capable de restaurer n'importe quelle donnée depuis la bande. Et la dernière chose, c'est qu'à la fin, ben, on va soit arrêter, soit supprimer le clone. Alors, il y a des clients qui préfèrent arrêter pour rejouer le X fois la sauvegarde. Il y en a qui préfèrent supprimer à chaque fois pour éviter de consommer un peu d'espace disque. Après, il y a différentes possibilités. C'est à étudier au cas par cas. Puisqu'on parle de sauvegarde, ah oui, dernière petite chose, l'outil Flash4i de M80 est désormais compatible avec les safeguarded flash copies dont j'ai parlé juste avant. Donc on est capable de faire un mix des deux systèmes. Donc on est capable d'avoir des sauvegardes des données de production sur la baie en instantané à travers les flash copies et on est capable également de faire des sauvegardes sur bande sans arrêt de production grâce à l'outil. Donc c'est un outil très intéressant pour les clients IBMI. Ensuite, puisqu'on parle de sauvegarde, je vais vous parler un petit peu de l'offre bande chez IBM. Ce qu'il faut savoir, c'est que IBM est le dernier fabricant de lecteurs de bande au monde. On a par exemple le constructeur Dell qui revendait beaucoup de OEM et qui vendait des lecteurs de bande qui s'est arrêté en avril. Depuis avril, on ne peut plus acheter de lecteurs de bande LTO chez Dell. Donc on va pouvoir les acheter chez IBM sans aucun problème. Dans la gamme, on a des choses très simples, donc du lecteur simple en LTO 8, LTO 9. On a également la possibilité de l'avoir en rack pour ceux qui le souhaitent. Le modèle d'entrée de gamme, c'est vraiment un lecteur à poser. Il y a un petit kit de montage en rack, mais si vous souhaitez, on peut carrément avoir ça s'appelle un multimédia en closure qui fait un U dans lequel on peut intégrer un lecteur LTO. Ensuite, on a un autoloader. Donc, le principe de l'autoloader, c'est d'avoir un lecteur et 9 bandes qui sont à l'intérieur. Donc, ça permet de tourner. Par contre, attention, les bandes qui sont dans le lecteur, elles sont en risque, puisqu'un cybercriminel qui prendrait la main sur l'autoloader pourrait aller jouer avec les bandes. Et ensuite, on a une petite librairie LTO qui fait 3 U, 3 lecteurs, 30 bandes. Et elle a la capacité de grandir et de devenir très grande, puisqu'elle est capable d'aller jusqu'à 48 lecteurs et 640 bandes. Donc on couvre globalement avec ces 1, 2, 3, on va dire, 3 types de lecteurs chez IBM, l'intégralité des sauvegardes sur bande dont on pourrait avoir besoin sur des environnements IBMI, parce que 48 lecteurs pour faire de la sauvegarde sur IBMI, ça commence à devenir costaud. L'avantage des bandes, et pourquoi on parle des bandes aujourd'hui, et pourquoi on parle de plus en plus des bandes aujourd'hui, tout simplement parce que c'est un outil qui est parfait pour faire de la sauvegarde immuable. Donc immuable, je vous rappelle, hein, c'est sauvegarde déconnectée sur laquelle on peut pas les modifier parce que clairement elle n'est pas connectée. Donc l'immuabilité des sauvegardes, c'est en fait très simple, c'est sortir les bandes du lecteur, mais aussi de la librairie. Si jamais la bande reste dans le lecteur, qu'un cybercriminel prend la main sur le lecteur à travers son interface d'administration, il va pouvoir effacer toutes les bandes. Et ce qu'on constate souvent aujourd'hui, c'est que les cybercriminels s'attaquent d'abord aux sauvegardes avant de s'attaquer aux données de production. Ce qui est important, si par exemple vous avez un tiers mainteneur qui fait des changements de bande ou qui sort les bandes de la librairie, c'est de l'empêcher d'avoir accès aux données. Donc on peut tout simplement chiffrer les données sur les bandes directement à partir de l'IBMI. Il y a une option qui est apparue qui permet de faire ça. Soit dans BRMS, on a une option qui permet de faire ça également. Ou alors directement depuis le lecteur, on peut faire ça. Et dans les choses importantes, on me pose souvent la question, oui, mais où se trouve la clé de chiffrement des bandes? Alors, on a plusieurs solutions. C'est soit de la clé USB, qui est connectée physiquement sur le lecteur de bande, soit on a un serveur de clés. Donc, on a différentes options pour mettre les clés de chiffrement. Ce qui est important également, c'est qu'en data center, c'est souvent compliqué de faire de la sauvegarde sur bande et de gérer des bandes physiques parce qu'il y a besoin de faire des gestes de proximité, que ça coûte assez cher. Donc, on a la possibilité de faire également les bandes sur des VTL, donc des librairies de sauvegarde virtuelles. Aujourd'hui, dans le monde IBMI, on trouve majoritairement du Dell Data Domain et IBM qui commercialise du Falcon Store. IBM a arrêté de produire ses propres VTL il y a quelques années.
L'intérêt de CVTL, c'est qu'on peut en avoir deux sur deux sites différents, faire de l'externalisation automatique électronique des sauvegardes avec de la réplication. C'est de la réplication IP, donc c'est assez simple à mettre en œuvre. Ce qui est important sur ces librairies de bande également, c'est que côté IBMI, elles vont émuler des lecteurs de bande, donc ça va être vu comme une librairie de bande. L'IBMI ne saura pas que c'est une librairie virtuelle, sauf si on regarde le code dispositif, où on se rend compte que c'est pas une librairie, enfin une vraie librairie de bande, pardon. Et dans ces baies de virtualisation, on a la possibilité de faire de l'immuabilité. Donc, il y a des fonctions qui permettent de faire de l'immuabilité, de sécuriser les données. Et on a également la possibilité de chiffrer les données. Et donc, ce que je vous raconte, c'est vrai pour tous les environnements, que ce soit l'IBMI. Donc, ça peut être mutualisé. L'ensemble de ces lecteurs peut être mutualisé entre l'environnement IBMI, mais également avec tout ce qui est VMware, Windows, Linux. Ce qui est important sur la partie VTL, c'est qu'on a deux modes de fonctionnement différents. Donc plutôt émulation de bande pour l'IBMI, plutôt émulation de repository, donc d'espace de stockage fichiers pour la partie VMware et notamment pour tout ce qui est repository Vim pour ceux qui font leur sauvegarde avec du Vim Backup. Donc voilà pour les quelques outils de sécurisation dont je voulais vous parler. La dernière chose, c'est la partie détection des comportements anormaux. Donc aujourd'hui, la grosse crainte de tout le monde, c'est de savoir chiffrer ces données de production. Donc c'est les ransomware qui malheureusement font ce chiffrage. Donc on a plusieurs outils chez IBM qui nous permettent de faire cette détection. Alors je vous rappelle que dans l'IBMI, le chiffrement des données, ça va concerner essentiellement l'IFS, puisque les objets du système d'exploitation sont en fait des objets d'une base de données avec une vérification d'intégrité qui est faite par le système d'exploitation. Donc aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a pas eu de chiffrement des objets, des librairies dans l'IBMI. Par contre, des chiffrements d'IFS, on en a vu chez certains clients on-premise, où l'IFS était complètement chiffré. Et on s'en est sorti assez facilement puisque le système n'est pas attaqué. Donc il suffit simplement de restaurer l'IFS. En général, c'est assez facile à traiter. Mais il n'empêche que c'est mieux de le détecter le plus tôt possible pour bloquer les attaques. Donc on a par exemple une technique qui est très simple, c'est d'analyser le taux de compression du stockage. Et dès qu'on voit que le taux de compression est à la baisse, souvent c'est parce que les données sont en train de se chiffrer et que les données chiffrées sont très difficiles à compresser. Et après, chez IBM, on a un outil qui s'appelle le RTD, le Ransom Threat Detection, qui va permettre de détecter avec plusieurs méthodes les éventuels chiffrages de données. Donc deux possibilités, soit sur la baie de disque IBM avec le système d'exploitation de la baie, les contrôleurs qui vont faire une détection de manière logicielle. Donc comme les contrôleurs ne sont pas dédiés à l'analyse du chiffrement, mais ils doivent jouer leur rôle de contrôleur avant tout, en fait, on va analyser une écriture sur 100 environ pour voir ce qui se passe sur les disques. Si jamais on a un comportement anormal, on fera une remontée d'alerte dans les outils IBM, donc ça va être dans la console Storage Insight Pro, et ensuite on peut le transmettre à un SIEM. Donc on peut remonter l'alerte pour l'intégrer dans vos outils de cybersécurité. Et deuxième solution, elle est franchement nettement mieux, ce sont les disques FCM4. Alors c'est valable qu'à partir de la version 4 des FCM. Donc les FCM, c'est des Flash Core Modules, ce sont des disques SSD améliorés qui sont développés conjointement entre Micron et IBM, qui intègrent en standard de la compression, du chiffrement. Donc ça, c'est des options qui sont obligatoires, c'est-à-dire qu'on ne peut pas ne pas compresser et ne pas chiffrer. Les données sont forcément compressées, forcément chiffrées. Et on intègre également une fonction de détection de ransomware. Donc il y a un processeur sur le disque, sur chaque disque. Ça va permettre d'analyser l'ensemble des écritures qui sont réalisées sur le disque. Et si jamais il y a une détection d'un comportement anormal, on va remonter l'alerte de nouveau vers les consoles IBM, puis on va être capable de remonter l'alerte vers un SIEM. Il y a différentes technologies de détection, donc je ne vous fais pas le détail parce que ça pourrait être très, très long et très compliqué. Donc le processeur de base utilise différents algorithmes pour analyser les données et les éventuels chiffrages ou chiffrements des données. Et bien entendu, tout ça, ça marche quelle que soit la plateforme. Donc qu'on héberge de l'IBMI sur ces disques ou du Windows ou du Linux, on a le même type de sécurisation. Et pour finir, donc, je vais vous parler de la V7R6. Donc la V7R6 qui est sortie en avril de cette année, donc qui est toute récente. Elle intègre aujourd'hui le MFA, donc la double authentification. C'est le premier OS qui intègre le MFA en standard. C'est un outil qui est simple à mettre en œuvre. Donc nous, on l'a mis en place chez nous sur nos serveurs.
Ça se fait rapidement. Ce qu'on voit très rapidement, c'est que les écrans de connexion sont modifiés. Il y a un petit champ qui apparaît, que ce soit sur ACS, sur les écrans 5250 ou sur les écrans web. On va pouvoir choisir les utilisateurs qui sont concernés par le MFA. Et en fait, pour l'utiliser, bah, il suffit d'avoir le système d'exploitation V7R6 et un outil tiers pour faire la double authentification. Donc l'outil tiers, c'est un Google Authenticator, un Microsoft Authenticator ou IBM Verify. Donc en termes de coût, c'est quasiment nul puisque c'est intégré dans l'OS. Donc ça, c'est la nouveauté majeure sur la V7R6. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'IBM a mis vraiment l'accent sur la sécurité sur cette version. Par exemple, dans les autres nouveautés, on a des profils utilisateurs non modifiables. On a par exemple des QCQFR NC, des QSysOPR NC, des QPGMR NC, donc des comptes qu'on ne peut pas modifier, qui n'ont pas de mot de passe, qu'on ne peut pas utiliser pour se connecter, mais qui peuvent servir pour des services qui tourneraient sur l'IBMI, et donc qui permettent de remplacer, en fait, typiquement on voit aujourd'hui beaucoup de services qui tournent avec l'utilisateur QPGMR, sauf que souvent il a un mot de passe, que souvent le mot de passe on ne le change jamais. Donc on a des comptes nouveaux qui permettent de travailler sur la partie service. On a d'autres petites fonctionnalités intéressantes, par exemple les outils de maintenance, dont je vous ai dit au début qu'il y avait des profils utilisateurs sur les outils de maintenance. Ils sont souvent peu modifiés au niveau des mots de passe. Et donc typiquement sur la V7R6, tant que le mot de passe du QCQFR des outils de maintenance n'est pas changé, bah, l'IPL boucle sur les outils de maintenance. On ne peut pas lancer un vrai IPL tant qu'on n'a pas changé ce mot de passe. Donc IBM vous oblige à changer le mot de passe. Après, on a d'autres fonctionnalités intéressantes. Par exemple, sur l'ASP System, on a la possibilité maintenant de le chiffrer. Donc, si jamais quelqu'un vous vole les disques, eh ben, alors déjà que c'était compliqué parce que l'IBMI a tendance à répartir ses données automatiquement sur l'ensemble des disques, ben là, en plus, on a la possibilité de les chiffrer. Donc, plus personne ne peut avoir accès au contenu des disques à partir du matériel. On a également des nouveaux droits avec des comptes qui permettent, par exemple, de visualiser toutes les fonctions système, les configurations réseau. Donc, il y a un QIBM IO6 CFG View, qui est un nouveau droit qui est apparu, qui va permettre de travailler sur le système juste en visualisation. Donc, ce qu'il faut retenir globalement, c'est le paradoxe de l'IBMI. Donc, on héberge des applications critiques. La sécurité, elle n'est pas souvent au top. Et pensez bien intégrer la sécurité IBMI dans l'ensemble de la sécurité de vos systèmes d'information. Le plan d'action, donc globalement, ce que je vous ai présenté, pensez à sécuriser les consoles d'administration, à durcir les systèmes d'exploitation, à activer la politique de mot de passe, à mettre l'accent sur la sécurité des données, donc bien sur l'endroit où sont stockées les données, donc les bêtes disques, mettre en place des moyens de détection rapides. Plus l'attaque est détectée rapidement, moins il y a de dégâts. Et penser à profiter des avantages de l'IBMI avec la V7R6, donc un système qui est plus que robuste, comme vous le savez tous, pour l'utiliser. Donc voilà, j'en ai fini avec la présentation de ces outils. Je vais repasser la main à Sylvain. Merci Eric pour toutes ces informations techniques et précises. Moi je vais vous parler de notre équipe pour vous accompagner. On a plus de 20 collaborateurs aujourd'hui qui sont dédiés à l'IBMI. Ils sont tous certifiés. Et ce qui nous a permis d'avoir de la part d'IBM la certification Gold Partner. Alors, c'est important pour nous parce que déjà, on n'est que 10 en France à l'avoir, et ça permet d'être reconnu par IBM comme un acteur majeur de la plateforme Power. Alors, notre savoir-faire se partage en 4 parties. On a la partie infrastructure avec nos architectes, nos avant-ventes, qui nous permettent de vous proposer des configurations sur le Power 10, des upgrades matériels et bientôt sur le Power 11. On devrait avoir les annonces en septembre. Ensuite, nous avons la partie Cloud et Service Manager, où là, on fait de la MCO et du MACO, donc maintien en conditions opérationnelles ou applicatif en conditions opérationnelles, style ICOS. On met en place des PCA ou des PRA. Je vais faire un focus sur les LPAR. Donc, on a des clients qui ont des LPAR de test, de dev et de prod, mais on peut mettre aussi en place, là on parlait tout à l'heure, Eric nous parlait de sauvegarde, donc on a des clients en on-premise qui ont leur propre serveur, qui font leur sauvegarde journalière et qui ne testent pas la restauration de la sauvegarde. Donc les bonnes pratiques voudraient que ce soit tous les 3 à 6 mois, voire même encore moins, mais on peut mettre en place une LPAR pour que les clients puissent tester leur sauvegarde sur un environnement dédié sur nos data centers.
Ensuite, au niveau des services, audit consulting, installation des machines en on-prem pour les migrations de serveurs dans vos baies, les montées de version, les mises à jour PTF. Et je ferai tout à l'heure un focus sur la partie TMA. On a mis en place ce qu'on appelle le CTO 400, le cycle de TMA opérationnel, sur la partie développement. Et nous, à la division cyber, où là, on a plus de 25 collaborateurs qui sont dédiés à cela. Et là, on répond à vos demandes et on fait un accompagnement personnalisé. Alors, au niveau de votre infrastructure, on propose également 5 services pour vous accompagner à transposer votre SI, votre système d'information, de manière très progressive. Alors, le premier service, c'est le service manager, c'est-à-dire que vous gardez votre machine chez vous, on met des sondes et on a un centre de service qui peut contrôler et surveiller votre serveur. On a ensuite la partie backup, où là, en plus de votre sauvegarde journalière, on fait une deuxième copie dans nos data centers. Ça, c'est un service que l'on propose avec un service manager. Alors après, on arrive sur, alors c'est un peu plus critique, c'est la partie disaster recovery. Donc, on a votre sauvegarde, mais en cas de sinistre majeur, en amont, on a prévu une LPAR dans nos data centers et on fait la restauration en cas de sinistre. Et ce qui vous permet de travailler directement chez nous en cas de sinistre majeur. La partie PRA, alors là, on utilise un outil du marché que vous connaissez sans doute, qui est QuickEDD, qui nous permet de faire de la haute disponibilité sur nos data centers. Le dernier service, c'est une partie de nos clients ont choisi le Move to Cloud, c'est-à-dire que vous vous affranchissez des pannes matérielles, des upgrades, des mises à jour PTF, des montées de version. Vous avez accès bien sûr à des LPAR de votre production qui est automatiquement redondé sur le deuxième data center IBM. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de la partie TMA. Pour ceux qui ont du développement interne ou connexe, aujourd'hui, les ressources de développement s'appauvrissent sur la partie RPG Gap, même si IBM forme des jeunes sur la partie développement. Donc, en attendant, on a mis en place ce service qui permet d'abord, dans la première phase, d'acquérir votre périmètre de process, de développement. C'est quelques jours par mois pendant 2 à 3 mois. Ensuite, on vous accompagne dans vos développements. Et la troisième phase, c'est de faire les supports orientés techniques, voire les notices utilisateurs que vous n'avez jamais forcément le temps de faire. Alors tout ça, évidemment, sous PDM ou RDI ou VS Code pour ceux qui connaissent la partie développement. Et on fait aussi ce qu'on appelle des développements one-shot avec un cahier des charges, recettage et delivery. Donc, pour finir, en résumé, notre offre 360 degrés IBMI, c'est évidemment la partie cloud privée, souverain évidemment, ou de l'hybridation sur la partie publique. Une offre on-prem avec du service manager, migration et de vos serveurs. Et une offre complète de services, TMA, MCO, PRA. Et récemment, on a accompagné un client sur la création d'un scénario de reprise. Ça, on peut évidemment mettre ça en place avec vous. Il y a eu des questions sur le chat, je n'ai pas regardé. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Moi, je vais regarder rapidement. Là, pour l'instant, non. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais poser une question à Eric, ce qui est une question client, qui nous est arrivée au mois de juin, donc juste après la VCTR6. Est-ce que la VZR6, on peut la mettre sur un P9, par exemple? Alors, en fait, la VCTR6, elle nécessite d'être en P10, donc c'est le minimum aujourd'hui. Et dans le P10, il faut avoir une version de firmware, alors je ne l'ai plus en tête, mais qui est assez récente, pour supporter donc la VCTR6, oui, la VCTR6 et toutes les nouvelles fonctionnalités de sécurité. Donc, et chez nous, par exemple, dans nos data centers, on a des machines PowerDisk sur lesquelles on a déjà installé de la VCTR6, donc qui sont à jour côté firmware, et qui permettent d'héberger déjà des clients qui souhaiteraient passer en VCTR6. Merci Eric. Alors, je vois qu'il n'y a pas de questions non plus pour l'instant. Moi, je vais t'en poser une, également, Sylvain, parce que tout à l'heure, tu as parlé des Power 11. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, même si j'ai pas encore Alors, vu passer d'annonce officielle? non, alors pour tout dire, je vais chez IBM mi-juillet pour les pré-annonces et ensuite, normalement, les annonces officielles vont être en septembre et on va sans doute refaire un webinaire sur toutes les annonces IBM et évidemment, vous serez invité à ce webinaire en septembre.
Ok, super. Ah, on Alors, je vois a... quelques questions, effectivement. Donc, je vais prendre la dernière. Il y a, est-ce que le MFA peut être mis en place? Est-ce qu'on peut choisir sur quel type de compte le mettre en place? Alors oui, effectivement, c'est pas le MFA, ça s'active pas sur l'ensemble des comptes. Il faut enregistrer en fait les utilisateurs qu'on souhaite pour être en MFA. Je vois aussi une question, mais je l'avoue, je ne comprends pas bien la question. Avec niveau de sécurité 30 et retrait étoile à l'obégie des utilisateurs. Alors oui, ça marche aussi, sachant que ce qu'on préconise en général, c'est un niveau 40, parce que le 30 et le 40, globalement, il y a très peu de différence, et autant passer au 40 directement. de Ensuite, Pascal quid d'une Hardier. CRT du POBJ qui nécessite un droit élevé? Alors, j'avoue que je ne me suis pas posé la question du CRT du POBJ, mais bien entendu, pour faire le CRT du POBJ, il faut avoir les droits qui vont bien. Euh, J'avoue que c'est un point qu'il faudrait que je creuse un petit peu pour voir la problématique. Ben, on reviendra vers monsieur Hardier pour la réponse, si tu Ensuite, j'ai une question. Ah, question très intéressante. Est-il possible de gérer l'authentification sur IBMI depuis Entra ID? Alors, j'aurais tendance à dire qu'en théorie, oui. En pratique, on a essayé, mais on a eu des problèmes, comme dirait l'autre. Donc, je sais qu'IBM est en train de travailler sur le sujet. On a vu des choses, on a essayé, on a essayé. Donc, en fait, c'est pour des clients, par exemple, qui n'ont plus d'Active Directory en local. C'est le cas qu'on a vu nous. Donc, un client qui est 100% Azure Directory. Aujourd'hui, on n'a pas abouti encore sur l'authentification SSO. Je ne sais pas si c'était la question exacte, mais on a pas mal travaillé le sujet. Effectivement, c'est pas encore sec. Ensuite, c'est donc un de nos Alors, clients qui nous demande sur les différents sujets, qu'est-ce qui reste à notre charge pour la sécurisation? Alors, typiquement, toute la partie gestion des infrastructures mutualisées, donc tout le matériel, bien entendu, c'est nous qui assurons la sécurité de cette partie-là. Je dirais la sécurisation qui concerne les clients, c'est plus la partie OS, système d'exploitation. Donc, on peut vous accompagner, bien sûr, pour vous aider à la sécuriser, et on le fait au quotidien. Euh, mais je dirais c'est à chaque client qui a sa propre politique de sécurité de nous expliquer ce qu'il veut mettre en œuvre et on va l'accompagner pour mettre en œuvre cette politique de sécurité sur l'UBMI, bien entendu. tout à fait. Sachant que dans l'ensemble de nos contrats, vous avez un RACI également qui explique ce qui est à votre charge et ce qui est à la charge d'Elia. J'espère avoir répondu correctement aux questions que j'ai vues passer. Je ne sais pas s'il en reste quelques-unes. Écoutez, merci en tout cas. Ah, il y en a Si une. j'en ai Non, encore non, non, quelques-unes. juste, non, c'est ça. Concernant le SSO avec Active Ah oui. Directory, peut-on l'activer uniquement pour certains utilisateurs déjà existants? Alors, c'est une très bonne question. Je réfléchis, je réfléchis. Euh, j'ai un doute, j'avoue que j'ai un doute, parce que pour moi, Ah, si, 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 on peut l'activer pour les utilisateurs qu'on souhaite. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on met en place le SSO, à un moment donné, on va dans l'outil EIM et on doit faire le lien entre les comptes Windows et les comptes IBMI et les profils IBMI. Si jamais on ne fait pas de lien pour un profil IBMI, eh ben, en fait, il va se retrouver avec une authentification standard. Donc, il va être obligé de se réauthentifier sur l'IBMI. Donc oui, 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 on peut activer uniquement pour certains utilisateurs. Alors, la gestion d'identité, effectivement, c'est un vrai sujet sur les Oui. plateformes. En fait, c'est un vrai sujet sur l'ensemble des plateformes, puisqu'on voit aujourd'hui de plus en plus, là, j'ai perdu le nom, les process d'authentification en fait qui changent et qui commencent à tous se centrer sur l'identité. Voilà, c'est le zéro trust, ça m'est revenu. J'ai toujours un peu de mal avec les noms. Donc on voit de plus en plus les systèmes d'authentification qui basculent vers le zéro trust. Donc le principe, c'est de renforcer l'identité des individus et à chaque fois qu'un utilisateur veut accéder à une application, à un système de fichiers, un système d'exploitation, quoi qu'il fasse, on va revalider son identité. Et donc effectivement, la gestion de l'identité, ça devient un vrai sujet pour cette plateforme, mais aussi pour les autres. J'aurais presque tendance à dire qu'IBM est un peu en avance puisque alors moi je suis différents systèmes et je trouve que sur l'IBMI, on a plutôt des belles choses qui sont faites par IBM au niveau de la sécurité. Et c'est pas nouveau. Merci Eric. Mais écoutez, on n'a plus de questions. Merci à toutes et à tous pour votre participation à ce webinaire. Le questionnaire de satisfaction vous a été envoyé. Oui, tout à fait. On vous a envoyé donc, comme indique Camille, un questionnaire. Je vous remercie déjà d'y répondre, de prendre juste une petite minute. Ça nous permettra de nous améliorer.
Merci à Merci à tous tous. et Bonne bonne journée journée. à vous. Au revoir.